Salut à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse, toujours avec Shai, toujours le CQFR comme tous les matins, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité du basket. Shai, aujourd'hui, on va parler surtout de Nicolas Batum et Yeah. de l'équipe de France. Nicolas Batum qui était hier de passage au sein de l'émission Twitch de la First Team, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder, parce que honnêtement, l'émission, les passages de Batum sont très intéressants. Nous, on va en débriefer quelques-uns. On va revenir sur. Il a abordé beaucoup de sujets, évidemment, le fiasco de la Coupe du Monde, son rôle, etc. Je te propose, Shai, qu'on commence par ce qu'il propose pour former l'équipe aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc, Nicolas Batum qui souhaite d'une certaine manière mettre fin au statut. Est-ce que tu veux que je te lise les quotes exactes Je veux bien. Alors, il y en a plusieurs. Donc, tout le monde doit être en compétition maintenant. C'est fini les 12, c'est fini. Il faut arrêter avec ça. Moi, ceci, moi, cela. Et après, il précise, moi, j'ai été là-dedans. On est dans un virage très dangereux. Il y a une génération Tipeee, moi, Nando, jusqu'à Evan. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à un truc très dangereux. Il le répète. Donc, je pense qu'il faut tout remettre à plat. C'est ce qu'on a fait en 2009. Il y a 4 leaders, Rudy, Evan, Nando et moi. Même nous, on doit être en compétition. Un peu plus loin, il dit, voilà, il y a un an, il y avait des articles et des émissions comme quoi les jeunes partaient trop tôt, qu'ils étaient tous pourris. Maintenant, ce sont les sauveurs alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, on fait quoi? Moi, je dis, venez, on met tout le monde en compétition, on se rentre dans la gueule et on voit sur le moment qui seront les 12 meilleurs pour former la meilleure équipe de France possible. Ça se trouve, ce sera sans moi, sans Evan, sans Rudy et peut-être même sans Lando, qui sait. Voilà, grosso modo, en fait, on comprend qu'il y a une fin des statuts, que lui il propose que tout le monde soit mis en compétition, comme il le dit, et qu'on voit du coup. Il propose la fin des statuts, mais après, est-ce que c'est applicable dans les faits? Alors, comme souvent, dès qu'il est chez First Team, il est sans filtre, c'est très intéressant, c'est presque de la discussion entre potes, donc parfois, c'est quand même. Bon, c'est pas quelqu'un qui met forcément beaucoup de filtres quand on l'a vu pendant la Coupe du Monde. Après, il n'hésite pas à dire des choses, il n'y a pas de souci. C'était très intéressant, comme tu disais, il y a plein de sujets, et sur ce sujet-là, je suis juste un tout petit peu sceptique parce que c'est un peu ce qu'on voulait tous entendre. C'est un peu, on est tous ressortis de la Coupe du Monde déçus, avec chacun avait des idées, des solutions à proposer pour que ça se reproduise pas. Il a dit plein de choses super intéressantes et effectivement, on a envie qu'il y ait plus peut-être ce confort. On a eu l'impression qu'il y avait une forme de confort, pas de nonchalance, c'est peut-être un peu fort, mais où personne s'est fait violence. Bon, voilà, toutes ces choses-là. Je sais juste pas ce qu'il entend exactement par venez, on se met tous en compétition et à la fin, il reste que les meilleurs. Est-ce que c'est genre les Hunger Games, ils font venir 25 mecs au camp, des mecs de Pro A, enfin des mecs de Betclic Elite, pardon, plus les cadres NBA sur 2 semaines, et puis à la fin, c'est que ceux qui se sont le mieux entraînés ou qui ont été les meilleurs en match de préparation qui restent? Je sais pas, j'ai quand même du mal à croire que ce soit faisable et même envisagé par le staff. Que ce soit une idée à creuser, oui, ça semble être une bonne idée que des mecs soient pas installés dans un fauteuil à chaque compétition. On voit on a parlé de l'exemple espagnol avec des types qui sortaient du banc parce qu'ils étaient peut-être un peu moins forts qu'à une époque, qui changeaient de rôle. Batum lui-même a dit, Ouais, il en a parlé aussi de son voilà, rôle. il a parlé du fait qu'il pouvait sans doute, il devait sans doute moins jouer. Il a cité des exemples d'autres vétérans de sélection. Je pense qu'il n'aurait pas de problème à sortir du banc. Après, est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est quelque chose dont il a déjà discuté avec le staff, avec la Fédé? C'est ça que je ne sais pas. Est-ce que c'est un ressenti très intéressant et très sincère qu'il donne là, comme ça, mais qui n'aura pas de suite, ou est-ce qu'il en a vraiment discuté avec les décideurs? C'est ça le truc. Que ce soit avant ou après, on pourrait aussi dire c'est super intéressant, mais pourquoi vous n'avez pas pensé à ça avant? Pourquoi est-ce que, si tu l'as senti, tu donnes l'impression de l'avoir senti depuis un bon moment quand même. Il l'a dit à la fin de la Coupe du Monde, il a dit de toute façon, ça fait que plusieurs semaines, plusieurs mois que c'est un peu bizarre. Voilà, pourquoi maintenant? Donc, c'est très bien de le dire maintenant, c'est le capitaine, il a dit les choses, c'est super cool. Mais dans la solution qui est proposée, je vois pas comment c'est applicable en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un mix de on verra pendant la saison qui est performant, tu vois, Ouais. en fonction déjà. En gros, j'ai l'impression que l'idée, c'est on oublie l'ancienneté, on oublie qui est qui, et on voit qui joue cette saison, qui est productif, qui est performant sur le terrain. Et effectivement, peut-être aussi au moment de la prépa, on prend plus de joueurs, on les met en compétition. Mhm.
et vraiment les meilleurs sont gardés. Après, là où je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, j'ai du mal aussi à voir comment c'est complètement faisable. Et surtout, je dirais même, le risque, en fait, c'est pourquoi pas, mais il faut quand même aussi vite dessiner une hiérarchie. En fait, Ah oui. faut une équipe qui gagne, faut que chacun connaisse son rôle et qu'il y ait une forme de hiérarchie. C'est ce qui se passe notamment en Allemagne, et c'est l'Allemagne qui a gagné la coupe du monde. Voilà, l'équipe d'Allemagne, on sait qui doit faire quoi, qui il y a un truc très clair. Pareil au niveau du Team Canada, c'était aussi le cas pour la Serbie. C'était des gros collectifs, mais aussi avec des rôles bien définis. Je pense que ça, c'est aussi important pour l'équipe de France. Et je dirais que tu peux pas non plus te passer, tu peux pas prendre que des jeunes. Je pense que, bon, de toute façon, c'est pas ce qu'il dit, hein, jamais loin de là. Mmh. Lui, il dit juste on prend les meilleurs. Mais je sais pas si tu peux prendre que les meilleurs, par contre. Faut qu'il y ait aussi, bah, tu as besoin d'un Batum, par exemple. Tu as besoin de son expérience ou tu as besoin d'un, tu vois, il y a des gars dont tu as besoin de cadres, pas forcément de cadres sur le terrain, mais aussi de cadres dans le vestiaire, etc. Donc ça peut pas être que les meilleurs si tu veux former la meilleure équipe de France possible. Tu prends pas juste les 12 meilleurs talents. C'est un peu ce qu'on disait pour Team USA. Mmh. C'était la même chose. C'est que tu prends pas juste les 12 meilleurs joueurs, sinon c'est pas sûr que ça marche, quoi. Ouais, mais bon, mais je comprends, je vois, tu sens qu'il est, sans doute très sincère et que c'est ce qu'il pense et qu'il pense que c'est une bonne idée. J'espère juste que, enfin, je vois pas comment c'est vraiment faisable. Les joueurs Mais NBA peuvent pas applicable. venir. Mm. Voilà, sur un club, c'est facile à faire. Enfin, les mecs se voient tous les jours, les entraînements, tout ça, si tu peux. Là, les rassemblements, quand il y a des qualifs, c'est que les joueurs disponibles qui sont là. Ok, tu peux. Bah, ça sert d'ailleurs, hein, des mecs comme Sylvain Francisco ont profité des qualifs pour intégrer le groupe. Mais après, quand il y a une grande compétition, là, avant les JO, en fait, qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'avant les JO, on rebatte les Bah, cartes? peut-être qu'il y a une grande prépa, qu'il y ait une plus grande prépa. De toute façon, je pense que l'idée, Mmh. ça va être de faire une vraie grosse prépa tout au long du mois de juillet et peut-être de faire un camp avec un peu plus de monde, de pas se Ouais. dire et voilà. Et quand il dit c'est fini les 12, je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. C'est on Mmh. fait un grand camp d'entraînement Parce que et je on pousse voit l'absurdité. qui Regarde, si je pousse le raisonnement à l'absurde, hein, c'est vraiment absurde, mais il y a un groupe très élargi. Il y a des joueurs comme on en a vu dans la prépa qui ont été sparring partners ou joker, type genre Bodian Massa, c'est un intérieur, ok. Si Rudy Gobert, il est allé super loin en playoff avec Minnesota, il arrive au camp, il est un peu, enfin, c'est un peu compliqué, il a du mal, il se fait bousculer, j'en sais rien. Et est-ce que du coup, et Bodian Massa est exceptionnel, est-ce qu'on dit, bah, on va prendre Bodian Massa et pas Rudy Gobert? C'est ça que je sais pas. Mais je dis pas que l'idée est mauvaise, hein. Je dis juste qu'il faut voir. J'aimerais que ce soit plus clair dans l'application, pas juste ah, t'as un raison. truc pour contenter tout le monde. Et même moi, ça me contente. En vrai, quand il a dit ça, je dis bah ouais, il a raison. C'est super. Il faut pas qu'il y ait de sénateurs, comme on dit dans d'autres sports, tu vois. Donc voilà, je demande juste un peu plus de précision peut-être euh, pour que ce soit éventuellement mis en application et savoir si le staff et la Fédé sont ok avec ce fonctionnement-là, parce que parfois on a l'impression tu as le staff, les joueurs et le staff d'un côté, la Fédé qui donne d'autres directives. Enfin, je sais pas. Mais ça n'enlève rien. C'était très intéressant. C'était un des passages extrêmement intéressants de son intervention. Ouais. Non, mais tu as raison, hein, ce que tu soulignes, c'est très juste. Il faut voir dans quelle mesure c'est applicable. Mais je pense que sans que ça aille de toute façon jusqu'à cet extrême de bon, bah, il y a zéro statut, absolument Mm. zéro statut, il y a 24 mecs et c'est les 12 meilleurs sur le moment qui sont pris. Ne serait-ce que d'aller dans ce sens de bon, bah voilà, on est prêt à remettre en question les rôles. Tu vois, il parle aussi de son rôle, comme tu le disais. Il explique qu'il est poste 3, c'est plus trop possible, qu'il a pas Mm. ce mordant en dribble, voilà, qu'il a pris de l'âge, que peut-être même titulaire, c'est plus possible. Après le match contre la Lettonie, apparemment, il est allé voir Vincent Collet pour dire qu'il était temps de sortir du banc. Il se considère de plus en plus comme un poste 3-4, potentiellement plus 4. Voilà, il voit son rôle aussi évoluer en équipe de France et il est prêt à l'accepter. Nous, on a beaucoup souligné le fait que Rudy Fernandez sortait du banc en Espagne. C'est quelque chose que lui aussi semble prêt à faire. Il est conscient qu'il peut avoir aussi certaines limites à ce stade de sa carrière, en tout cas. Mm. Ouais. Après, ce que je trouve un peu ironique, si je peux me permettre, c'est, tu vois, il parle de son rôle aux Clippers, il dit que voilà, il est amené à avoir le même rôle, tu vois. Ça, il le savait avant la compète, en fait. Donc c'est bien, il l'a dit après le match contre la Lettonie, mais quelque part, il le savait avant la compétition. Mais bon. Après, ça vient de dire. Après, ce genre de. S'il devait y avoir une issue Batum remplaçant, après, faut que ça vienne aussi de discussion avec le staff, vraiment. Bien sûr. Parce que lui, il peut le penser, mais c'est difficile aussi. Enfin, c'est le capitaine, il se dit peut-être
si je demande à être remplaçant, les gens vont mal l'interpréter, vont dire que je lâche un peu l'équipe. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi, il faut qu'il y ait des discussions avant. Là maintenant, il y a du temps quand même avant les JO, quelque part. Il y a du temps et pas de temps, mais il y a le temps d'avoir les discussions et de peut-être réenvisager les rôles, des choses comme ça. Ouais, ça c'est tout à fait possible et c'est une des choses intéressantes qu'il a dites. Ouais. En tout cas, vraiment pour le coup, il a le mérite d'aller, de ne pas esquiver les sujets, de Ouais, ouais. vraiment enfin, c'est même lui qui les lance en vérité, c'est même pas une question d'esquiver, c'est que c'est lui qui lance les sujets. Il a l'air vraiment sincère. Je trouve que ses points de vue sont très intéressants, mais voilà, à creuser tout ça, à voir comment ça peut se matérialiser effectivement. Il y a juste un autre point qui concerne, bon, que partiellement l'équipe de France, c'est sur son avenir. Ça rejoint un peu ce qu'il avait déjà lui dit à un moment, ce que Mmh. sa femme a déjà aussi, affirmé sur Twitter. C'est-à-dire qu'il a été cash, il a dit: «Il y a quasiment 100 de chances que ce soit ma dernière année en NBA et en équipe de France. Après, on verra». Et plus tard, il dit aussi: «Je ne veux pas faire l'année de trop, le truc où tu joues pas, tu attends, tu fais des entraînements pour rester en forme. Je ne veux pas faire que ça. Si je ne joue plus, je ne joue plus. Je veux pas imposer ça à ma famille. Si c'est fini, c'est fini. J'aurais Mmh. quand même fait 15-16 ans en NBA». C'est quand même beau et c'est vrai, pour le coup, c'est quand même une très longue C'est vrai. carrière en NBA. Mais donc voilà, on a la confirmation que normalement Nicolas Batum, à partir de la saison prochaine, ne sera plus en NBA. Il aura 35 ans déjà Voilà, c'est et il bien, aura fait une longue carrière. c'est bien que tu précises en NBA parce qu'on a toujours, il y a toujours, on a toujours dans un coin de la tête la possibilité qu'il fasse peut-être une saison à Lasvel. Voilà, on connaît Ouais. ses liens avec Lasvel et le rôle qu'il y occupe. Oui, non, mais il a raison. Faire une aussi longue carrière en NBA avec finalement peu de saisons vraiment de creux. Il y a eu Charlotte où c'était compliqué, où il était un peu dans un placard sur la fin, mais sa carrière à Portland et sa carrière avec les Clippers, c'est plus que respectable, hein, évidemment. Et avec l'équipe de France, n'en parlons pas. Il était très fiable et leader de l'équipe pendant longtemps. Donc voilà, on n'est pas encore. La fin approche, mais il y a encore. C'est pas. Même si ça doit être dans un nouveau rôle, dans une nouvelle façon de faire, il y a encore une échéance importante dans laquelle il peut grandement contribuer, malgré tout ce qu'on vient de dire là. Et d'ailleurs, ça m'y fait penser, je crois qu'en introduction et je suis assez d'accord avec lui moi, Mmh. et ça rejoint un peu ce que disait Wembanyama, c'est ils sont plusieurs à souligner le fait qu'ils se sentent vraiment capables de relever la barre en un an, et je sais que toi tu partages mon avis aussi. Je pense que ce fiasco à la coupe du monde, il a montré des choses bien sûr, mais je suis persuadé que tu refais le tournoi, la France, elle se plante pas à chaque fois. Je dis pas que forcément elle va gagner, ce que je pensais à la base, mais je sais par exemple que d'autres membres de la rédac ne partagent pas particulièrement notre avis, mais je pense que la France n'était pas si loin de l'Allemagne et de la Serbie, honnêtement. Bah, de base, sinon on n'aurait pas pensé enfin, on n'aurait pas eu ces ambitions-là en démarrant la compète. Mais je sais aussi dans les commentaires de celui d'hier ou d'avant-hier, on disait non, mais on peut la recommencer 40 fois, on perd. Mais On la je gagnera peut-être pas, ça je suis d'accord. non, non, mais Mais non, mais je suis plutôt de ton avis. Bon, ça a révélé des choses qu'on soupçonnait pas, peut-être, sur lesquelles on n'était pas assez méfiant. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Enfin, ça m'a pas semblé. Sur le jeu collectif, le liant, tout ça, tous les trucs un peu impondérables qui sont au-delà du talent individuel des joueurs, il y a des équipes qui ont semblé bien, bien au-dessus de nous. Mais après, sinon, je suis d'accord avec toi. Je veux puis dire, une équipe qui se connaît comme ça et qui a ce talent-là, logiquement, c'est un accident. et Logiquement. qui ont même été, elles ont été bien au-dessus de nous. Tu regardais Mm. l'Allemagne et la Serbie jouer et la France Ah jouer, oui. c'était le jour et la Mm. nuit, et notamment en défense. Mais je pense qu'en fait, pour moi, alors, la défense n'a pas été le seul problème de l'équipe de France, hein. Il y a des problèmes collectifs, il y a des problèmes en attaque, il y a Mm. des problèmes un peu partout. Mais je pense quand même que juste en ayant, mais c'est trop facile à dire plus de rigueur, parce que quelque part, le manque de rigueur de l'équipe de France est une lacune. C'est pas juste un truc, c'est pas juste Mm. de la flemme, quoi. Je pense que c'est un vrai point faible. Mais voilà, je suis persuadé que l'écart est pas si. En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est plutôt ça. L'écart est pas aussi grand que ce que la compétition a pu le montrer, je pense. Oh oui, non, C'est mais plutôt ça, en fait. ça, on est d'accord, mais c'est. Bah, on faisait partie des gens qui voyaient, qui pensaient que c'était logique de viser l'or. Donc, moi aujourd'hui, je vais pas changer de discours et dire avec cet effectif-là, en fait, c'était impossible. Puis on n'était pas à l'intérieur. On peut que émettre des hypothèses sur ce qui n'a pas vraiment fonctionné. Le format de la compétition, les trucs, la défense, la rigueur, c'est trop compliqué maintenant. La vraie réponse, ça va être les JO, parce que si le groupe est pas fondamentalement modifié, et je pense pas que moi qui sera fondamentalement modifié, parce que malgré tout ce que dit Nicolas Batum, je pense que
le noyau dur va rester et sera renforcé par quelques autres joueurs qui n'étaient pas là, type Wembanyama. Là, si ça fonctionne pas du tout, que c'est un fiasco, là, on dira, bon, effectivement, avec ces joueurs-là, c'est qu'il y avait un truc au-delà de la simple qualité des joueurs. Mais je pense que justement, alors du coup, c'est parfait, ça me met une bonne transition. Je pense qu'en fait, avec un espèce d'autre mood, pareil, c'est un peu simpliste, je le reconnais comme description, mais dans un autre contexte, j'ai l'impression que cette équipe de France avec Wembanyama, avec même le groupe, comme tu l'as dit, presque peu changé finalement, quelques cadres en plus, Nilikina notamment, peut-être des changements à la marge. Et dans un autre contexte, avec un autre état d'esprit, après ce fiasco, l'envie de se remettre en question, l'envie de faire mieux, et ben, je pense que dans un autre contexte, l'équipe de France peut être la meilleure équipe européenne sur les Jeux Olympiques. Bah, écoute, Je le on pense le souhaite, vraiment, hein. honnêtement. On le souhaite. Moi, c'est pareil. Alors, Alors, je suis un peu plus méfiant depuis la Coupe du Monde, mais enfin, viser la médaille, c'est obligatoire. Enfin, en dehors du contexte des JO à domicile et enfin voilà, la qualité de l'effectif, l'expérience collective, il doit. Voilà, on est méfiant, mais je peux pas dire non, bah on va essayer juste de faire bonne figure. Bon, non, c'est pas possible. Et je pense qu'ils seront dans le même état d'esprit, surtout avec ce qui s'est passé là. bon, allez, fermons cette page équipe de France. De toute façon, on Ouais. aura énormément de temps pour en Oui. reparler. On revient un peu sur la NBA avec Ouais. une nouvelle rumeur de transfert. Pour une fois, ça concerne ni Damian Lillard ni James Harden, mais Buddy Hield. Alléluia. Enfin, c'est plus un des deux. Et oui, là, c'est intéressant parce que Shams Charania note que Bud Hield, qui est donc, enfin, c'est pas n'importe qui en NBA, c'est le shooter à 3 points le plus prolifique depuis 5 ans en NBA. Hein. Quand tu cumules, c'est lui qui a mis le plus de paniers à 3 points. Donc, forcément, dans une NBA où le shoot est devenu aussi important, c'est pas anodin. Donc, Bud Hield qui est en fin de contrat avec Indiana à la fin de la saison. Les discussions pour une prolongation, elles ont eu lieu pendant l'intersaison et visiblement tout le monde a convenu que ça ne fonctionnerait pas, qu'il n'y aurait pas de possibilité de prolongation, pas au montant en tout cas souhaité par Bud Hield. Et donc les deux parties ont convenu a priori qu'un trade était la meilleure solution. Indiana ne veut pas le perdre sans contrepartie, c'est logique. Il a que, entre guillemets, 31 ans et il a encore de bonnes choses à apporter. Donc tout ça pour dire qu'il y aura probablement un trade de Bud Hield avant la deadline de février, peut-être un peu plus tôt. L'avenir de la franchise, l'avenir des Pacers passe plus par Tyrese Haliburton, peut-être Mathurin aussi. Ces joueurs-là. Et Bud Hield va devenir, je pense, une cible très, très, très convoitée dans les prochains mois. Parce qu'un shooter de ce calibre, de ce niveau, sur ce volume, avec cette adresse, il était à 42%, je crois, l'année dernière, à 3 points, tout en étant un des 5 mecs qui shootent le plus. C'est ça, 42%. Voilà, typiquement, c'est un joueur sur lequel un contender qui démarre un peu doucement ou qui manquerait de shoot sur lequel ils vont se ruer, je pense. Hein. C'est Même sans un mec démarrer super intéressant. doucement. Oui, Même, voilà. je pense que n'importe quel candidat au titre, oui, va Il être intéressé y par avait un Buddy trade, Hield. j'ai oublié un peu, mais il y a un trade qui n'avait pas eu lieu qui impliquait Bud Hield, non? Aux C'était pas avec les Lakers. Lakers, ouais. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs, mais C'était Kyle Kuzma qui partait ouais, c'est ça. à Sacramento et au final, Kyle Kuzma s'est retrouvé à Washington avec Russell Westbrook. Ça faisait partie, c'était le trade notamment que voulait Pelinka Ouais, et qui a c'est ça. été hijack par Anthony Davis et LeBron James notamment. Si Ouais, on en croit les théories qui ne sont même c'est ça. pas conspirationnistes, mais ça a été plusieurs fois abordé par plusieurs journalistes fiables. Donc à un moment, tu peux penser que c'est vrai. Ouais. Et Mais ouais. petit quiz, tu te rappelles du vrai prénom de Buddy Hield ou pas? Parce qu'il s'appelle évidemment pas Buddy, hein, c'est juste un surnom. Absolument pas. C'est ça, j'ai toujours trouvé ça marrant. Il s'appelle Chavano Rainer Hield. Voilà. Ok, alors je Si n'aurais jamais deviné. vous voulez, c'est son prénom, Chavano Rainer. Si vous voulez briller en société la prochaine fois avec un petit quiz, voilà. Un Bahaméen. Superstar à la fac. Je me À Oklahoma, ouais. ouais. Et il sera peut-être au JO hein, s'il joue avec les Bahamas. Les Bahamas Alors qui sont. Bahamas, c'est là où il y a Eric Gordon. Absolument. Ok, et DeAndre Ayton. Exactement. Okay. Il est bahaméen, donc très possible qu'on l'y voit. Ça serait marrant. Mais oui, Buddy Hield, pour le coup, ça va être un joueur qui va intéresser toutes les équipes candidates au titre. Alors, tu sais, tu dis c'est le meilleur shooter à 3 points depuis 5 ans, enfin le plus productif. En même temps, il fait que ça. Hein. Pour le coup, c'est vrai. Buddy Hield, il fait pas une passe, il prend pas un tir ailleurs, il rentre, il court, il tire à 3 points. Mais tu peux te faire une carrière comme ça et littéralement, il y a des équipes qui vont chercher ça. Là, j'ai pas d'idée de transfert en tête, tu vois. Mais je pense que tout le monde va être intéressé, que ce soit les Clippers, les Lakers,
les Suns. Après, les Suns, ils n'auront peut-être pas la marge nécessaire. Le Heat, les Celtics, les Bucks. Enfin bref. Moi, je sais juste pas si ça, je sais juste pas si ça aura lieu avant le début de la saison ou si ou s'ils vont attendre la deadline pour que les équipes envoient tout ce qu'elles ont en dernière minute. C'est juste ça, mais je pense que oui, ces jours à Indiana sont comptés. Et c'est peut-être mieux pour tout le monde parce que Indiana, c'est une équipe qui est ambitieuse, mais à moyen terme, ils vont déjà essayer de se qualifier pour les playoffs. Lui, il a déjà 31 ans, non pas que ce soit vieux, hein, mais il n'est pas au début de sa carrière. En plus, si je ne dis pas de bêtises, il n'y avait pas une histoire avec son âge aussi à Bud Hield. Il s'était planté d'1 an, ou il y a un truc comme ça. Il avait annoncé 1 an de. Enfin, lui ou ça, je sais plus. Je vous redirai ça dans les commentaires, quoi, parce que là, j'ai totalement oublié. Mais voilà, c'est pas un tout jeune, donc il n'a pas forcément le temps d'attendre 3-4 ans qu'Indiana se développe et soit juste compétitif. Donc, je pense qu'il lui aussi voudrait un contender, tout simplement. Oui, puis il faut faire la place à Bénédicte Mathurin qui joue au même poste, qui ne va pas non plus sortir du banc tout son début de carrière. Je pense qu'à un moment, les Pacers, de leur but, c'est qu'à terme, Ali Burton et Mathurin forment un vrai backcourt. Et pour ça, à un moment, il va falloir les faire jouer ensemble. Donc, déjà l'an dernier, il y avait déjà les rumeurs autour d'un transfert de Bud Hield. Mais je pense par contre que oui, ils vont attendre pendant la saison parce qu'il y a toujours l'optique de finalement le re-signer et pour le vendre plus cher. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme Détroit a toujours Bojan Bogdanovic à refourguer à un moment ou un autre. Tu peux le re-signer, le revendre, voilà, essayer de récupérer plus d'atouts, etc. Mais oui, un des feuilletons de la saison. Allez, on termine par une petite note un peu plus légère. Ouais. Avec Jalen Williams du Thunder, qui explique un peu ce que ça fait d'être joueur NBA, notamment en ce qui concerne la jante féminine. Ouais, c'est ça. De la jante féminine ou d'une partie de la jante féminine. C'est ça. Mais j'ai trouvé alors c'est un extrait d'une interview qu'il a donné sur Basketball on X et c'était donc son interlocuteur lui demande s'il a déjà été dans des histoires, si c'est vrai en gros les légendes sur les femmes qui attendent les joueurs dans les halls d'hôtel, tout ça. Enfin voilà. Parce que bon, effectivement, il y a déjà eu pas mal d'histoires entre des fans et des joueurs. Et ce qu'il répond, c'est intéressant. Donc, Jalen Williams, qui a juste fait une saison en NBA, hein, une excellente saison d'ailleurs avec le Thunder, qui a été 2e au vote pour le rookie de l'année. Et il dit, personnellement, je n'ai jamais été dans les histoires, j'essaie de rester éloigné des femmes pendant la saison, mais j'ai vu des choses. Je sais que des filles traînent dans les couloirs et les chambres d'hôtel pour voir avec qui elles peuvent passer du temps. Et là, il précise, il dit, elles connaissent ton emploi du temps, et tu reçois souvent des DM en mode prends-moi un billet d'avion pour te rejoindre. Donc son interlocuteur lui dit et est-ce que ça fonctionne? Et il dit rien, il sourit juste et il acquiesce comme ça. Et il dit c'est le piège dans lequel pas mal de jeunes joueurs peuvent tomber. Tu es fatigué du match, possiblement en back-to-back, tu es vulnérable. Il est 2h ou 3h du matin. Elles attendent que tu aies fait un bon match et elles viennent à l'hôtel en te demandant de les emmener là-haut avec toi, juste pour manger. On voit tout un tas d'histoires avec des gars qui se font piquer leur portefeuille ou qui se font prendre en photo dans le lit après une soirée. Donc, c'est arrivé à Grady Dick notamment il n'y a pas longtemps, hein, qui s'est retrouvé. Exactement. Et c'est arrivé 6 fois ou 7 fois à James Harden depuis le début de sa carrière, mais je crois qu'il s'en fout totalement. Mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on prend un peu comme une légende, mais ça a l'air d'être quand même véridique. Et je crois que c'est Théo qui nous disait tout à l'heure, et il joue que à Oklahoma City, il n'est pas sur un marché comme Los Angeles, Miami, New York, voilà. Ouais. Donc il est pas. Là, c'est des marchés où les joueurs sont encore plus sollicités par ce genre de filles. Joueur des Lakers ou des Knicks, ça doit être. Il y a des histoires. Vraiment la tête solide, quoi. Il y a des histoires folles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de strip club ou de sollicitation à Oklahoma City ou à Milwaukee, hein, mais oui, c'est connu dans les grands marchés. Mais oui, j'ai trouvé ça marrant qu'il dise ça. Et puis c'est un joueur qui est je trouve assez mature, même que ce soit au niveau de ce qu'il dit ou de son comportement sur le terrain. Et lui, j'aime bien, il commence tout de suite par dire vraiment, non, moi je me tiens à l'écart de ce game-là, c'est pas pour moi, c'est trop dangereux. Alors peut-être qu'il y avait sa copine derrière qui surveillait ça, mais je trouvais ça amusant et intéressant. Ouais. En tout cas, ça montre à quel point la vie de joueur NBA, alors ça peut sembler très attirant là, comme ça, de se dire, mais la pression, c'est vraiment un monde à part, quoi. Ah bah clairement. Et quand il dit c'est dangereux, c'est juste que si tu fais ça un soir sur deux ou dès que tu es en déplacement ou à chaque tu peux tomber dans une spirale terrible. Voilà, physiquement, entre la fatigue et puis on voit Zion, hein. Enfin, c'est autre chose, mais
Tu vois, il a dû répondre à des sollicitations, j'imagine. Ça devait venir comme ça. Bon, après, c'est peut-être lui qui a cherché son numéro, hein, j'en sais rien. Mais tu vois ce sur quoi ça peut déboucher après. C'est compliqué. Pas que Zion, il y a, Je dis Zion, mais c'est parce que c'était l'exemple le c'est plus récent que j'avais en tête. Mais... Glenn Rice avant époque réseau social en plus, enfin Ah réseaux oui. sociaux, Glenn Rice qui avait je sais plus combien de pensions dans tant d'états différents. Ouais. C'est des pièges terribles. Ouais. Mais bon, allez, on va terminer là-dessus. Mm. Cet après-midi sur la chaîne YouTube, vous pourrez retrouver le replay de la late session de Ouais. mardi dernier. Et nous, demain, on sera là pour un nouveau CQFR. Donc voilà, en attendant, écoutez, comme d'habitude, bonne journée à tous et ciao. Bonne journée.